Et aujourd'hui, Noël reçoit Gustave Massiat, dit Gus Massiat, ingénieur et économiste, autrefois professeur à l'École normale supérieure d'architecture. Il a écrit de nombreux ouvrages sur l'urbanisme et le développement. Il est depuis devenu une figure importante de l'altermondialisme, comme en témoigne son activité, notamment auprès du tribunal permanent des peuples. Ce tribunal d'opinion fondé en 1979 par Lelio Basso a, on le rappelle, rendu en janvier dernier un jugement accablant sur l'Union européenne et la France, en les condamnant symboliquement pour complicité de crimes contre l'humanité au sujet du droit des exilés. Gus Massiat, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Aude Rossigneux, dans sa présentation, faisait référence à cette réunion du tribunal permanent des peuples qui a eu lieu le 5 et le 6 janvier. En fait, ce tribunal, sous cette forme citoyenne, il existe depuis 1966. En fait, il prend la suite du tribunal Russell sur le Vietnam, qui a tenu sa première séance en 1966. Et ensuite qui a connu une autre session sur les dictatures en Amérique latine entre 70 et les années d'après. Et en fait, dans le tribunal de 66, il y avait 3 personnes qui ont joué un rôle très important. C'était Bertrand Russell lui-même, d'avant, Jean-Paul Sartre, et puis Lelio Basso. Lelio Basso, qui était un sénateur italien, qui a toujours été très investi dans les luttes pour la décolonisation. Et Lelio Basso avait pris l'initiative, avec toute une série d'autres mouvements, de proposer, en 1974 à Alger, une déclaration universelle des droits des peuples. Cette déclaration universelle des droits des peuples avait d'ailleurs fait beaucoup discuter sur justement... Est-ce qu'on peut parler des droits des peuples? Est-ce que ce n'est pas une manière, finalement, de remettre un peu, ou d'affaiblir les droits de l'homme qui devraient être individuels? Et donc c'est tout le débat sur les droits collectifs ou les droits individuels. Mais enfin là, on a un peu avancé. Et à partir de 1979, sur la base de cette Déclaration universelle des droits des peuples, Lelio Basso propose, avec Léo Matarazzo et toute une série d'autres personnes, Luciana Castellina, etc., de créer le tribunal permanent des peuples. C'est une des premières grandes étapes, une des premières grandes manifestations de l'implication des citoyens à côté des institutions de l'État, que lorsque surtout elles sont défaillantes, pour participer à, non pas à un jugement, mais à regarder, enfin à analyser comment se passent les choses. Et donc c'est ce que vous avez fait le 5 et le 6 janvier. Oui, alors le tribunal permanent des peuples, il faut comprendre, c'est un tribunal d'opinion. Et donc, pour le tribunal permanent des peuples, il est saisi à la demande d'un certain nombre de mouvements, d'associations. Au départ, c'était surtout des mouvements de libération nationale. Puis ensuite, ça s'est élargi sur les multinationales, sur les assassinats de journalistes, etc. Et puis, effectivement, les dernières en date, c'est sur la question des migrants. Notamment avec la CIMAD, le GISTI, et toutes ces associations qui sont au service de l'accueil des migrants, qui sont en grande difficulté aujourd'hui, on va en parler. Et donc, ce tribunal n'a pas commencé à Paris, mais ça a commencé, je crois, à Barcelone. Ça a commencé à Barcelone. Il a été lancé à Barcelone, à l'initiative de 70 associations. Et à Barcelone, c'était pas une session plénière du tribunal, c'était une première session de lancement. Ensuite, il y a eu une deuxième session qui a eu lieu en décembre à Palerme, en plein, justement, en Sicile, là où je fais une grande partie de l'accueil des migrants. Ça a été une très belle session d'ailleurs. Et la troisième a eu lieu à Paris le 4 et 5 janvier. Alors peut-être pourrait-on se mettre d'accord sur l'expression que l'on emploie. On va plus dire migrants, on va dire exilés, parce qu'il s'agit en fait de cela. Et quand on regarde ce qui s'est passé récemment à Calais, il y a 4 personnes qui sont entre la vie et la mort encore, une explosion entre les différents exilés, c'est la marque de notre abandon et d'un recul absolument effrayant de la politique d'accueil des exilés dans notre pays. Oui. Donc le tribunal parlait de réfugiés et migrants, exilés, en disant qu'il ne séparait pas la question des réfugiés de la question des migrants. Et ce que a reconnu le tribunal, c'est que c'était une question tout à fait fondamentale et que c'était une question fondamentale qui dépassait la question des migrants proprement parlé, parce que c'était la question du respect des droits
d'une manière générale. C'est-à-dire quand on remet en cause les droits d'une catégorie de la population qui est la plus vulnérable, en réalité, on met en cause les droits de tous. Et là, on le voit bien d'ailleurs, puisque au début, on a remis en cause les droits des migrants et des exilés. On a remis en cause leurs droits fondamentaux. D'ailleurs, le tribunal a reconnu 10 violations de droits. Le droit de quitter son propre pays, le droit au non-refoulement massif, le droit à la vie, etc. Et aussi les droits économiques, sociaux et culturels, c'est-à-dire le fait que les droits à l'éducation, au travail, etc., ne soient pas possibles. Mais on voit aussi que c'est rajouter quelque chose, et d'ailleurs c'est pour ça que le tribunal a pris en compte une troisième question de violation de droit, c'est le délit de solidarité. Bon, d'ailleurs, un des témoins du tribunal, c'était Cédric Héroux, qui a expliqué comment ça se passait. Et c'est incroyable de penser aujourd'hui que, par exemple, eh bien, on est dans l'illégalité si on accueille quelqu'un chez soi, quelqu'un qui n'est pas un criminel. Si on accueille quelqu'un chez soi, eh bien, on est dans l'illégalité. Quand on regarde l'histoire récente, et je pense en particulier à la Deuxième Guerre mondiale et au nom des justes qui figurent sur le mémorial de Yad Vashem, délit de solidarité. Ben oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, et d'ailleurs, Cédric Héroux et ses compagnons, enfin, qui dans la vallée de la Roya, finalement, on les accuse de transporter quelqu'un dans sa voiture. Simplement, on les accuse de donner à manger. Enfin bon, on les accuse. Enfin, c'est vraiment. Alors donc, ce refus d'hospitalité par une société, c'est le début de sa décadence. Oui, ça nous renvoie à l'image de nous-mêmes. Et comme vous le disiez il y a quelques instants, quand on s'en prend aux droits des exilés, on s'en prend à terme à nos propres droits qui risquent de régresser. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, on sait très bien que quand on s'en est pris, par exemple, au droit à la santé pour les migrants, eh bien, ça a suivi de très peu de temps beaucoup de réformes de la sécurité sociale qui ont élargi à l'ensemble de la population les restrictions qui avaient été imposées pour les migrants. Donc ce n'est pas exagéré d'avoir prononcé cette sanction selon laquelle nous serions d'une certaine manière complices de crimes contre l'humanité, aussi bien en France que dans l'Union européenne, puisque vous avez fait un autre tribunal. Il faut voir, le tribunal, d'abord, le tribunal, il examinait à la fois la question des responsabilités de l'Union européenne et des États européens, et notamment dans le cas de la cession de Paris, de l'État français. Et en fait, pour ce que l'on voit, c'est qu'il y a toute une série de violations de droits dont les États et l'Union européenne sont clairement responsables, et a été posée par un certain nombre de témoins. Ce n'est pas le tribunal qui l'a posée au départ, ni l'accusation, puisqu'il y a eu une accusation et une défense au niveau du tribunal, a été posée la question, mais est-ce qu'on peut parler de ces milliers de morts en Méditerranée? Est-ce que ce n'est pas un crime contre l'humanité? Est-ce que l'ampleur, la permanence, la continuité, ça ne constitue pas finalement un crime? Et le tribunal en a discuté, et effectivement, il a d'ailleurs, le tribunal, la session de Palerme a réfléchi sur l'idée d'un crime du système. Bon. Et ensuite, là, à Paris, plusieurs témoins ont posé la question de crime contre l'humanité et le tribunal a reconnu qu'on pouvait parler de responsabilité, de complicité par rapport à un crime contre l'humanité en laissant aux autres sessions du tribunal la possibilité de continuer. Parce que, vous voyez, l'intérêt du tribunal, c'est qu'il est saisi, c'est un tribunal d'opinion, il est saisi par des mouvements. Mais ensuite, il s'en remet au mouvement. Il n'a pas d'État, il n'a pas de police, pour faire appliquer. Mais c'est un rapport asymétrique, parce que l'État est beaucoup plus puissant. C'est à lui, comme le disait Weber, qu'appartient la violence légitime. Justement, il s'en remet aux gens qui l'ont saisi, au mouvement, pour que dans leur lutte, ils se saisissent de l'outil du droit. Ils vont avoir besoin de le faire dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, puisqu'au printemps, le gouvernement présentera une nouvelle loi sur le droit d'asile qui déjà annonce des mesures extrêmement graves. Je pense en particulier à l'augmentation de la durée de rétention qui passerait de 45 à 90 jours et dont l'objectif est en fait de chasser le plus possible de ces indésirables. Absolument. Et donc, de ce point de vue aussi, un autre intérêt de ce tribunal, des 50 sessions du tribunal permanent des peuples,
depuis 1979, c'est aussi de peser sur les avancées du droit international, qui est un chantier tout à fait fondamental. Parce que finalement, le tribunal est reconnu aux Nations Unies comme étant un organe consultatif, et donc les sentences qu'il prend sont diffusées dans l'ensemble des Nations Unies, et ça pèse sur l'évolution du droit international. Elle participe du poids de l'opinion internationale sur les gouvernements et sur les institutions. Oui, on a eu quelques exemples. Par exemple, le tribunal permanent des peuples avait fait une session à Bhopal, en Inde, après la catastrophe de Bhopal. De Bhopal. Et c'est la première fois là qu'a été posée la question de la responsabilité des filiales des multinationales. Bon, 20 ans après, effectivement... Oui, mais 20 ans après, cela progresse, puisque maintenant on commence à prendre une instance juridique la question, par exemple, de l'écocide. Et donc la responsabilité de ces entreprises pour les générations qui sont là et les générations qui viennent. Donc le tribunal permanent des peuples a prononcé cette sanction. Maintenant, les associations sont en mouvement pour essayer de faire pression. Ce sera sans doute extrêmement difficile avec ce gouvernement très déterminé et assez sourd à la revendication citoyenne. Mais en même temps, il y a d'autres manifestations qui sont prévues. Je pense en particulier à la convention des collectivités locales que va organiser Damien Carême à Grande-Synthe et aux États généraux de la migration. Oui, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser en regardant la manière dont est traduite les positions de l'opinion, dans laquelle on a l'impression qu'on est finalement... dans une société qui est entièrement raciste, xénophobe, etc. Ce n'est pas vrai. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et donc, les associations avaient créé, il y a 2 ans, un mouvement qui s'appelait Sursaut citoyen. Donc, on avait appelé tous ceux qui luttaient pour l'accueil des réfugiés, pour l'hospitalité, à se faire connaître. Et en un mois, on avait eu, en France, on a d'ailleurs publié la carte sur Internet, 1100 ou 1200 actes d'hospitalité et associations qui voulaient faire de l'hospitalité. À partir de là, a été créé des états généraux des migrations qui sont en cours actuellement dans plus d'une quinzaine de régions, en train de se réunir, et il y aura ensuite des états généraux des migrations pour l'hospitalité et pour l'accueil avec les migrants. Et aussi Damien Carême, qui est le maire de Grande-Synthe, lui a proposé qu'en février, de réunir une convention des collectivités locales et des associations qui veulent affirmer leur solidarité avec la question des migrants. Alors, si on annonce tout ça, ça veut dire que ceux qui nous regardent ce soir et qui vont diffuser sur les réseaux sociaux s'engagent dans ces états généraux, qu'ils s'occupent de ce qui les regarde, si je puis dire, et qu'ils fassent preuve non pas simplement d'hospitalité, mais qu'ils fassent pression pour que la loi qui sortira du Parlement soit conforme aux droits de l'homme. Eh bien, s'ils le font, ils ne seront pas seuls. Parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup plus de gens, y compris et dans les classes populaires, et parmi beaucoup d'autres milieux, qui ne sont pas pour accepter la montée de l'idéologie raciste, xénophobe, sécuritaire. Et c'est pour ça que le tribunal permanent des peuples est important, parce que ce qu'il affirme, c'est que par rapport à la montée de ces idéologies racistes, qui sont en train de gagner petit à petit dans toute l'Europe, il faut se battre justement pour l'avancée des droits fondamentaux et des droits économiques, sociaux et culturels. Il n'y a pas de fatalité à ce que les néoconservateurs qui prônent le refus de l'autre, en particulier, pas simplement cela, l'emportent. Dernière question, Gus, ça fait très longtemps que vous êtes engagé dans les droits de l'homme. Comme l'a dit Aude Rossignol tout à l'heure, vous êtes une des figures tutélaires de la défense des droits de l'homme dans notre pays. Est-ce que des années et des années, des décennies après avoir commencé ce combat, aujourd'hui, vous avez plus de raisons d'espérer que de désespérer? Plus de raisons, c'est difficile à dire. Des raisons d'espérer, oui. C'est-à-dire que ce que nous pouvons affirmer, c'est que les contradictions existent et se développent. Que des mauvais scénarios sont possibles. Et ce n'est pas impossible qu'on passe par des périodes, comme on en a connu avec la montée de fascisme et d'idéologies extrêmement réactionnaires. Mais les contradictions qui sont là sont extrêmement fortes, et nous voyons que, je reprendrai volontiers une phrase de Gramsci qui disait « Le vieux monde se meurt,
Le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Pendant très longtemps, je citais cette phrase en disant « Attention, les monstres vont arriver ». Mais là, les monstres sont là. Mais alors, c'est quoi le nouveau monde? Eh bien, peut-être que les monstres, s'ils sont là, c'est la peur du nouveau monde. Et nous avons un nouveau monde qui est en train d'exploser. Nous voyons que, par exemple, nous avons 5 révolutions qui ne sont pas gagnées, qui ne sont pas perdues. La révolution des droits des femmes remet en cause des rapports sociaux millénaires. La révolution écologique est une révolution philosophique de l'écosystème. La révolution du numérique remet en cause la question du langage, de l'écriture et même de la réalité de ce que c'est que d'être humain. La révolution des droits des peuples remet en cause les rapports entre l'État et la nation et remet en cause les questions d'identité. La révolution des migrations, c'est la révolution du peuplement de la planète. Eh bien, l'ensemble de ces bouleversements, on peut appeler révolution ou pas, peu importe, elles montrent qu'il y a un possible, qui évidemment ne va pas être automatique, n'est pas déjà écrit, qui sera le résultat des luttes qui vont se produire et qui sont en cours. C'est la question du monde commun à construire ensemble. Merci Gus Massia. La semaine prochaine, je recevrai un jeune homme qui s'appelle Jean-Baptiste Mallet, qui a mené une enquête absolument formidable, qui s'appelle L'Empire de l'Or Rouge. Quand vous l'aurez entendu, quand vous aurez lu son livre et que vous aurez vu son documentaire qui va bientôt être diffusé sur une chaîne nationale, vous n'aurez plus du tout envie de manger du concentré de tomate.